Et je me souviens très bien un petit peu de cette... j'étais bousculée dans un théâtre qui avait rompu avec les traditions théâtrales de l'époque. Cette mémorisation finalement qui s'est faite sur d'abord le souvenir m'a permis finalement de choisir une thématique qui a été déjà abordée par monsieur, qui vient d'être abordée par monsieur Elzous, mais je vais la traduire autrement, je vais l'aborder autrement. C'est vrai, parler de la folie, parler du théâtre serait une sorte de redite, parce que déjà dans la création, on est amené à aller au-delà du corps, à transcender l'esprit, à transcender l'imagination. Alors, j'ai choisi parmi les aspects importants au niveau de la vie d'Artaud, la notion du sens et de la folie. Et donc je vais, oui, donc je pense que c'est ma voix, elle arrive à passer. Donc le sens et la folie chez Artaud, je vais essayer de traduire ces idées de manière académique, je vais dire, et dans le sens où j'aimerais aussi que les étudiants par la suite, nos doctorants, puissent revenir un petit peu à ce théâtre qui a été par moments abandonné, et pourquoi pas proposer, donc ça sera d'ici quelques temps, proposer des thématiques pour des études doctorales dans ce sens. Alors, Jalaluddin Rumi nous a dit que la blessure est l'endroit où la lumière peut entrer. Khalil Gibran nous disait que de la souffrance naissent les âmes les plus fortes, que les personnages les plus massifs sont marqués de cicatrices. Marc Aurèle, qui faisait partie de la dynastie des Antonins, pour rappeler Antonin Artaud, nous disait que l'obstacle à l'action fait avancer l'action, que ce qui fait obstacle devient le chemin. La littérature semble être le lieu du supplice, le purgatoire du souvenir, de la folie, de la sensibilité, de la délation de soi et de son monde. Elle investit la marge dans des espaces limites, par un discours en rupture avec la norme. Elle se tient, comme le dit Foucault, au-delà du partage. Dans son histoire de la folie, à l'âge classique, il nous rappelle que, donc je vais citer Foucault, la folie n'existe que dans une société. Elle n'existe pas en dehors des formes de la sensibilité qui l'isolent et des formes de répulsion qu'elle exclut ou la capture. La folie, dès lors, culturelle, mais elle peut être aussi littéraire et artistique. Une relation de fascination s'installe entre la littérature et la folie, basée sur l'inspiration, la création, comme chez les surréalistes. M. Mazouz l'a cité tout à l'heure dans le rapport d'Artaud avec les surréalistes, qui était même nommé un secrétaire général à un moment donné, donc ce qui montre l'intérêt porté au théâtre d'Artaud et surtout, en particulier, à son art. Alors, qui considérait donc, cette folie comme un acte d'exorcisation, de délivrance. Associée au génie, la folie interroge le sens parce qu'elle ébranle le réel. Analyser une structure délirante d'un univers peuplé de farfadets afin d'en faire émerger le portrait d'un corps qui souffre. L'enfermement, car la folie se loge là où il y a enfermement. Enfermement du corps, de l'esprit, du désir, dans une violence du verbe, de la parole et du geste. Chez Artaud, parler de la souffrance serait une lapalissade. Toute sa vie était un combat. Et même si les approches critiques depuis le 19e siècle nous ont habitués un petit peu bien sûr, à voir dans l'œuvre l'homme, et depuis quelques années, on a presque, on va dire, on s'est dégagé de la critique biographique. Je pense que pour le cas d'Artaud, on est amené à revenir un petit peu sur le parcours biographique et les éléments de biographie, de la biographie de Artaud, pour essayer d'expliquer un petit peu au moins une partie de ce théâtre et de cette folie. Alors, j'essaie d'aller un peu plus vite parce que je pense que pour le temps, je vais essayer
de passer sur des éléments. Alors, Artaud est né en 1896 à Marseille. Très jeune, il commença à souffrir de troubles mentaux, marqués par des périodes de dépression sévère. Ces troubles l'ont conduit à de nombreux séjours en asile psychiatrique tout au long de sa vie. Il a souvent lui-même exprimé la souffrance intense qu'il ressentait, ce qui l'avait poussé à rechercher des formes d'expression capables de transmettre ses états d'âme torturés. Je le cite, et je pense que dans les citations de Artaud, c'est là où réside. On a beau parler, on a beau théoriser sur le théâtre d'Artaud, quand on l'écoute, on n'a plus rien à dire après. Et donc c'est dans le texte de Artaud que se retrouve finalement toute cette folie et ce bon sens en même temps. Donc les deux à la fois. Je me souviens depuis l'âge de 8 ans, et même avant, mais toujours demandé qui j'étais, ce que j'étais, pourquoi vivre. Je me souviens à l'âge de 6 ans, dans une maison du boulevard de la Blanca à Marseille, m'être demandé à l'heure du goûter, pain chocolat, qu'une certaine femme nommée mère, je souligne cette phrase, donc le rapport à la mère, très important, dénommée mère me donnait, m'être demandé ce que c'était que d'être et vivre, ce que c'était de se voir, respirer et avoir voulu me respirer, afin d'éprouver le fait de vivre et de voir s'il me convenait et en quoi il me convenait. Fin de citation. Artaud était un enfant fragile. Son attachement à sa mère était profond et ambigu à la fois, mélangeant amour et dépendance, ce qui a nourri bien sûr ses œuvres et ses réflexions sur la douleur de l'existence humaine. Je le cite, « Ma mère était pour moi une énigme vivante », mot d'ailleurs repris par Derrida plus tard. Il parlera d'Antonin Artaud comme une énigme. Énigme vivante, une présence sans cesse ressassée dans ma mémoire, mêlant amour et terreur. Dans une lettre adressée à sa mère en 1937, il écrit « Je suis né de toi, mais ce n'est pas toi qui es la cause de mon mal, c'est la vie. Je t'aime comme je hais la vie. » Dans son propre témoignage, il aurait noté depuis sa plus tendre enfance, de 6 à 8 ans, des périodes de bégayement et d'horribles contractions physiques des nerfs faciaux et de la langue. C'est une lettre qu'il avait écrite, qu'il avait adressée à Georges Soulier. L'absence régulière de son père restera aussi une autre trace de cette enfance douloureuse. Il écrit « Je me demandais pourquoi j'étais là et ce que c'était que d'être là. Les coups, les calottes, les réprimandes, les sermons sempiternels à propos de rien et de tout. C'est ainsi que je fus enfant dans le scandale de mon moi. » Bon, à propos au niveau de la vie de Artaud, sa maman, d'origine grecque, donc il avait des soubassements au niveau de son héritage culturel qui l'a amené finalement vers cette psychose, cette névrose, parce qu'il était tiraillé entre plusieurs orientations. Alors, son père qui était souvent absent, sa mère qui avait perdu son premier enfant au départ, puis son deuxième fils après, et elle l'avait comblé, l'avait protégé, donc cette surprotection l'a rendu fragile, l'a fragilisé, l'a rendu faible. Antonin Artaud était souvent en proie à une angoisse originelle, qui le conduisait souvent à des séjours dans des maisons de santé. En 1925, il écrit « Tous mes rêves sont sans issue. Tout ce que je demande, c'est qu'on m'enferme définitivement. » En 1937, il part pour un voyage au Mexique, où il espère trouver des émanations spirituelles et artistiques. À son retour, il subit des traitements par des électrochocs, vous l'avez cité tout à l'heure, une expérience traumatisante qui laisse des traces profondes dans son œuvre et sa personnalité. Peut-on dire qu'il s'agit d'une œuvre avec des effets de folie? Les écrits d'Artaud sont souvent décrits comme des tentatives de capturer, de comprendre sa propre folie. Ses lettres, ses essais, ses pièces théâtrales témoignent d'un esprit en lutte contre des forces intérieures destructrices. Ses lettres, de Rodez particulièrement, offrent un aperçu poignant de son état mental pendant ses internements.
Alors je vais le citer. Dans ces textes, donc, il utilise... vous savez que j'ai fait le tri, j'ai choisi des extraits où je vous dirais, j'ai respecté la bienséance. Parce qu'il y a des mots chez Artaud très durs, et d'abord déstructurés, déconstruits, et ensuite, dans un tel espace, on aura du mal à les prononcer. Ma pudeur m'empêcherait de le faire. Mais... dans un contexte scientifique. Oui, mais on n'est pas... Donc c'est un hôtel, on a du mal à... Je reste quand même prudente par rapport au choix des citations. Cet éparpillement lui-même, donc il reconnaît cet écartèlement finalement de l'essence. Cet éparpillement de mes poèmes, ces vices de forme, ce fléchissement constant de ma pensée, il faut l'attribuer non pas à un manque d'exercice, de possession de l'instrument que je maniais, développement intellectuel, mais à un effondrement central de l'âme, à une espèce d'érosion essentielle à la fois et fugace, quelque chose de furtif qui m'enlève les mots que j'ai trouvés. Alors, le théâtre donc s'impose comme un moyen de retrouver une emprise sur la réalité sociale et humaine, une saisie immédiate de la rupture entre le langage et la réalité. Saisir le mot qui échappe furtivement puisqu'il glisse dans le néant, dans l'effacement. Je suis le mieux qui a senti le désarroi stupéfiant de la langue avec la pensée, celui qui a le mieux repéré la minute de ses plus intimes glissements. Puisqu'il me reste 5 minutes, je vais passer, parce que la partie sur le théâtre et l'anti-psychanalyse est particulièrement intéressante à aborder. Cet après-midi, des spécialistes de la psychanalyse vont peut-être intervenir, et le théâtre de Artaud et sa position donc, idéologique par rapport à la psychanalyse, c'était justement de montrer que la psychanalyse est un modèle idéologique qui empêche celui qu'on va considérer comme malade de pouvoir créer. C'est une anti-psychanalyse et arrive comme une autre approche, je dirais, importante pour, on va dire, réguler ce marché théorique. Il y a un marché théorique. Vous avez parlé tout à l'heure de Gilles Deleuze. Ben justement, on est dans un marché de théorie, de pensée, et finalement, c'est la rentabilité, c'est la productivité qui va prendre le pas sur le reste. Alors, donc je vais essayer d'accélérer. Alors, en 1932, de retour d'un séjour en Irlande, dès sa descente du bateau, Artaud est interné à l'asile du Havre, puis du Havre, donc à Paris, et ensuite à Rodez. Alors c'est la citation que je cherchais. Les asiles d'aliénés sont des réceptacles de magie noire, pension et prémédité. Je reprends parce que c'est peut-être la citation qui regorge de pensée et surtout qui déclenche le débat. Les médecins favorisent la magie par leur thérapeutique. S'il n'y avait pas eu de médecins, il n'y aurait pas eu de malades, car c'est par les médecins et non les malades que la société a commencé. La médecine moderne, complice en cela de la plus sinistre et crapuleuse magie, passe ses morts à l'électrochoc afin de vider ces haras d'hommes de leur moi et de les présenter ainsi fantastiquement disponibles. Dans son œuvre, Van Gogh, le suicidé de la société, peut-être pendant le débat, je parlerai de cette œuvre particulièrement parce que j'ai eu la chance de pouvoir visiter je dirais le musée d'Orsay quand il y avait l'exposition il y a quelques mois. Et j'avais lu les échanges entre le médecin de Van Gogh et donc entre Van Gogh et son médecin. Et c'est là où on arrive à comprendre l'attachement au médecin et comment le médecin lui-même a réussi finalement à dominer Van Gogh, à le faire finalement prendre un cheminement beaucoup plus dans je dirais qu'il a induit vers la folie, parce que c'était la dernière période de Van Gogh. Malheureusement, il s'est suicidé à la fin.
Alors, le débat, Van Gogh suicidait la société, Artaud affirme que le peintre est saint d'esprit. Et c'est la société qui l'a rendu anormal, selon lui. Pendant longtemps, la légende a pris le pas sur l'art, réduisant les toiles de Van Gogh à l'expression d'une folie en germe et en crise. Je peux encore alors, moi je veux terminer par, non pas par Artaud aujourd'hui, mais simplement, et d'ailleurs j'en prends aussi pratiquement l'orientation de Mazus tout à l'heure. Tout discours sur Artaud implique une prise de position, tout discours sur lui se transforme en évocation de la négativité sociale qui pratique des exclusions. On est bien aujourd'hui en mesure de le dire. La folie est une sorte de... On essaie de marginaliser l'individu. Nous vivons aujourd'hui le monde de la cruauté. Il y a de la marginalisation, il y a l'exclusion, il y a le refus de l'autre, pour ne pas parler de la xénophobie, pour ne pas parler de la discrimination, pour ne pas parler de tous ces actes finalement qui rejettent l'autre vers l'oubli, vers la négativité, vers le rien, tout simplement. La folie est-elle encore nécessaire aujourd'hui? Malgré la psychiatrie, la psychanalyse, la sociologie, les neurosciences, etc., nous ne savons pas encore pourquoi la folie surgit. Répond-elle à un projet? Est-elle la résultante d'une crise métaphysique de l'esprit ou simplement le destin personnel d'un poète ou d'un homme? La frontière entre génie et folie est souvent ténue, fragile, et c'est parfois dans les méandres de la folie que se retrouvent les grandes vérités. Je cite Derrida, je l'ai cité pas mal de fois dans mon texte, l'énigme de chair qui voulut simplement s'appeler proprement Antonin Artaud. Merci pour votre écoute. Merci à vous, professeur Bechmali, pour cette intervention très intéressante sur la vision d'Artaud du théâtre et ses expériences. Surtout, tu as cité des citations concrètes qui expriment les expériences personnelles d'Artaud. C'est un théâtre de l'anti-psychiatrie, comme tu as annoncé. Maintenant, on passe à professeur Khalil.